Bonsoir, ravi de vous retrouver pour de nouvelles confidences sur i24 News. Ce soir, notre invitée parlera, alors que d'ordinaire, elle préfère au mot MOTS, la peinture, l'art visuel, pour exprimer des mots MAUX. Son dernier né, un film, un documentaire, une séance de mime, on ne sait pas bien, un peu de tout ça sans doute pour Heartbreak, qui revient sans mots superflus, sans émotion outrancière, mais avec respect, sur la première année d'une guerre qui a changé une fois de plus et à jamais le visage d'un peuple. Jessica Vaturi-Damo, bonjour. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Jessica, j'aimerais d'abord, et justement parce qu'on parle de mots, que vous en choisissiez trois pour vous définir. Quels seraient trois mots qui parleraient le mieux de vous ? Je dirais imaginative, d'abord, libre aussi, et spirituelle dans le sens en quête constante de spiritualité. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui définit vos différentes vies. On a l'impression que vous avez eu plusieurs vies en une. Vous avez vécu entre plusieurs villes et pays. Vous avez plusieurs nationalités également, françaises, italiennes, américaines, israéliennes aussi. Toutes ces nationalités, toutes ces langues que vous parlez, est-ce qu'elles s'imbriquent? Est-ce qu'elles se superposent? Est-ce qu'il y en a une qui supplante une autre? Je pense que j'ai été formée intellectuellement en français, donc c'est la langue qui supplante les autres conceptuellement. Mais ayant une famille du côté de ma mère, ashkénaze, qui est née, ma grand-mère est née à Prague, mon grand-père est né à Vienne, ma mère est née à New York. Mon père, séfarade du côté de mon père est né à Tanta en Égypte, d'un père italien et d'une mère crétoise. Ils se sont rencontrés dans des universités américaines. Et donc, effectivement, et moi, je suis née à Paris. Donc, effectivement, tout ce mélange et toutes les histoires avec lesquelles j'ai grandi font que on sentait un peu nulle part ou partout à sa place. Ce qui explique aussi mon arrivée ici en Israël. Et les langues, oui, il y a plusieurs langues qui parlent. Mes grands-parents parlaient plusieurs langues, cinq langues. Mes grands-parents du côté de ma mère parlaient allemand entre eux. Et voilà, donc j'ai été nourrie par tout ça, portée par tout ça. Et c'est sûr que ça joue sur le regard sur une société. Parce que je pense que je suis toujours là et pas là en même temps. C'est même en Israël. Je pense que je sais que c'est ma place. Jérusalem, c'est ma ville. C'est là où je pourrais plus vivre aujourd'hui sans Jérusalem. Mais même à Jérusalem et même en Israël, je les regarde avec un regard aussi d'ailleurs, et ce qui permet probablement de filmer. C'est-à-dire que je suis pas totalement en adhésion. Je suis pleinement là et en même temps, je les regarde. C'est mon travail aussi de réalisatrice. D'être observatrice. Alors avant le cinéma, justement, on va en parler du cinéma, mais vous étiez peintre, artiste visuel, vous avez exposé dans toute l'Europe et vous avez toujours exploré dans votre travail l'identité, la mémoire, les effets, les strates du temps. Oui, c'est ça, les strates. Je pense que j'ai commencé à exposer très jeune, à 18 ans. Donc, j'ai d'abord dû intérioriser l'histoire de l'art en le pratiquant avant de trouver vraiment mon chemin. Mais effectivement, la question des strates de peinture, des strates de matériaux, des strates de temps, c'est effectivement les questions comment l'image, comment traverse ces strates. C'était vraiment les questions de mon travail pictural. Et c'est passé, et j'ai rencontré, et je me suis mariée avec un réalisateur, Richard Dembo, qui a été très connu pour son premier film pour lequel il a eu Oscar, César, prix de Luc, qui s'appelle La Diagonale du Fou. Mais j'étais encore très petite quand il l'a fait, donc on s'est rencontrés après. Et donc, on avait ce dialogue sur les images. Lui, on travaillait au même endroit. J'avais l'atelier, il avait son bureau où il écrivait ses scénarios côte à côte. Et je venais sur les tournages, évidemment. Mais on avait vraiment ce dialogue. Il était le premier à voir mes peintures. J'étais le premier à lire ses premières versions du scénario. Et ça a nourri
c'était extraordinairement riche comme relation. Ça a nourri et ma peinture, et je pense que ça a aussi, d'une certaine façon, nourri son travail de cinéaste. Et puis, quand il est décédé, il n'a pas terminé son dernier film, La Maison de Nina. Exactement, La Maison de Nina. Il avait pas terminé, il avait à peine commencé le montage. Et donc, 10 jours après son enterrement, j'étais en salle de montage. Et là, j'ai découvert quelque chose que je le connaissais comme épouse d'eux, mais pas comme praticienne, ce que c'est que de travailler de façon créative avec les autres. Parce que le travail pictural dans l'atelier, pendant 20 ans, j'ai travaillé seule. C'est très solitaire. Très solitaire, et j'étais très à l'aise avec ça. Je suis encore très à l'aise avec cette solitude. Mais là, toutes les synergies créatives se rencontrent, et c'est ça qui est magnifique dans le cinéma. C'est exponentiel. C'est-à-dire que cette créativité se multiplie à tous les niveaux où le cinéma travaille, c'est-à-dire la musique, l'image, le costume, le décor. Enfin, et chacun apporte, met au service du film ou du projet toute sa créativité. Alors justement, peut-être qu'on parlera de ce trait d'union entre Heartbreak aujourd'hui et La Maison de Nina il y a quelques décennies. Mais d'abord, on va jouer un petit peu ensemble, si vous voulez bien, au questionnaire de Bernard Pivot. 10 questions, Jessica, auxquelles je vous demande ce soir de vous plier. Quel est d'abord votre mot préféré ? Je dirais intégrité. Votre mot détesté, en revanche ? Presque l'inverse, je dirais la cupidité. Ouais. Votre drogue favorite ? Le travail artistique, sans aucun doute. C'est la meilleure. Le son, le bruit que vous aimez ? Le son d'un archer sur les cordes d'un violoncelle. Vous mettez de la musique d'ailleurs quand vous créez ? Pas du tout quand j'écris les scénarios, parce que maintenant j'écris aussi les scénarios, mais quand je peins, oui. Le son, le bruit que vous détestez ? Que je déteste, un marteau-piqueur. Bah oui, ça c'est moins créatif. Votre juron, gros mot, ou votre blasphème favori ? Il y en a un qui est très difficile à utiliser, que je trouve extraordinaire. Je l'ai fait dire une fois à un acteur, mais ça passait pas très très mal. C'est raclure de bidet. Ah, j'ai jamais entendu ça. Ah oui, traiter quelqu'un de raclure de bidet, je trouve, quand on est vraiment en colère ou qu'on le méprise, c'est formidable. C'est l'insulte suprême. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Dans n'importe quel pays, sentez-vous libre, laissez votre imagination donner à qui vous voulez cet hommage. Oui. Écoutez, il y a une femme qui s'appelle Jane Goodall, une Anglaise, qui était éthologue et spécialiste donc des chimpanzés, et elle est morte là en octobre 2023. Et elle a vécu en Tanzanie pendant des années. Elle était primatologue, donc. Et elle a découvert plusieurs choses. Notamment, elle a retravaillé beaucoup sur le rapport animaux-humains, sur la relation animal-humain, qu'elle a beaucoup commenté et beaucoup modifié la vision de la chose. Mais aussi, elle a découvert que les chimpanzés inventaient leurs propres instruments, ce qui était une découverte. Et la grande chose, c'est qu'elle a fondé un institut qui porte son nom pour préserver la biodiversité. Alors je me dis que sur un billet de banque, qui est l'outil ultime de transactions humaines et avec lequel on fait du bien et du moins bien, ce serait bien d'avoir son visage. Ce serait un joli message. Ouais. Quel est le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Un métier absolument indispensable qui, s'il est fait avec intégrité, avec honnêteté, aucune société ne peut fonctionner sans, mais que je n'aurais vraiment pas pu faire, c'est juge. Ouais. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Alors, je suis fascinée par le mouvement des félins. J'ai une amie qui était championne de kung-fu qui m'a expliqué que tous les combats et la gestuelle étaient extraits, étaient inspirés des mouvements des chats.
il y a une telle majesté chez le lion que je crois que je rêverais d'être, si je devais, je suis pas sûre de vouloir être réincarnée, mais si je devais être réincarnée, je choisirais le lion, aussi parce que c'est le symbole de Yehuda. Donc, double raison. Jessica, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'après votre mort, dans très longtemps, il vous dise? Il me dit, écoute ma chérie, je t'ai envoyé un certain nombre d'épreuves et tu t'en es pas trop mal sortie. Voilà ce que j'aimerais qu'il me dise. Que vous avez réussi à surmonter et à faire ce que je devais faire malgré ces épreuves. Surmonter le 7 octobre avec Heartbreak, c'était aussi l'idée de ce... Je ne sais pas comment appeler ce long métrage. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une scène de mime? C'est compliqué de le qualifier. Oui. Il ne rentre pas dans une case. S'il fallait vraiment en inventer une, je dirais un documentaire d'art et d'essai, mais ça n'existe pas vraiment. C'est à la fois une fiction et c'est une fiction qui est percutée par le réel. Je dirais ça comme ça. C'est 90 minutes de 7 octobre, mais de 7 octobre et de tout ce qui s'ensuit pendant l'année 2023-2024, avec beaucoup de... C'est stupéfiant de dire ça dans la même phrase, mais beaucoup de douceur. Oui. Mon personnage, disons que inspiré par Buster Keaton et le mime Marceau, je tenais à ce qu'on ait un personnage muet, puisque quelque part on est resté muet et on nous a interdit notre parole, c'est-à-dire on nous a plaqué une réalité qui n'avait rien à voir avec ce qu'on vivait. Donc quelque part cette position de muette me semblait juste. Donc je voulais un personnage qui exprime comme l'a fait le mime Marceau ou Buster Keaton, toute l'émotion, toute l'humanité, sans mots et donc sans politique. Donc je voulais vraiment rester au niveau de l'humain et je pensais que c'était la seule réponse face à la déshumanisation d'Israël. C'est quelque chose que personne ne peut contester quand quelqu'un parle de son humanité, de ce qu'il éprouve, sans rentrer dans un discours politique, mais uniquement ce qu'il a traversé. Qu'est-ce qu'on peut constater à moins de le traiter de menteur? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Et je voulais revenir à ce niveau-là d'émotionnalité, traverser cette année à travers les émotions de tout le monde. Et ce personnage puisqu'il est un mime, puisqu'il est masqué. Il est masqué. C'est tout le monde, c'est personne, c'est moi, c'est vous, spectateurs. Et cette tradition-là, elle est très ancienne, puisqu'il y a une tradition grecque de théâtre grec qui utilisait le masque pour que chaque spectateur puisse y projeter ses propres émotions et que ce soit une espèce de catharsis. Et ça fonctionne. C'était un pari risqué. Parce que ça fonctionne à un double titre. Ça fonctionne au sens où, effectivement, les spectateurs du film rentrent, se projettent dans ce personnage, oublient très vite qu'il est masqué. Mais ça a aussi fonctionné parce qu'ils rencontrent de vrais témoins, des gens qui ont été directement heurtés, impactés, violentés par la réalité du 7 octobre. Et ces gens-là lui parlent à cet homme masqué comme s'il parlait à un réflecteur ou à un miroir. Ils vont très en profondeur dans leurs témoignages, ils vont très intimement dans les sentiments qu'ils éprouvent. Et donc, ça a été une très grande surprise et une très bonne surprise. Une très belle surprise de réussir à parler de ce qui nous a tous traumatisés, je pense utiliser le terme adéquat, mais sans montrer aucune violence. Ah oui, ça, il était hors de question pour moi de relayer le terrorisme, c'est-à-dire de relayer les images du Hamas. Il était hors de question pour moi de leur faire ce cadeau et de contaminer mes spectateurs. Ça, c'était hors de question. Et puis, je pense que l'art se situe à un autre niveau. Ce qui va rester de toutes ces tragédies-là, c'est l'histoire de notre dignité, c'est de la façon dont nous, peuple israélien, pour nous-mêmes, et je pense comme modèle, si un jour on nous entend, on a réussi à faire face à ces épreuves-là. Et c'est ça que je voulais montrer. Moi, j'ai été éblouie par les gens que j'ai rencontrés. Absolument. Je veux dire que ces femmes qui attendent un enfant, qui étaient otages, ou qui ont perdu leur mari, ou qui ont perdu... ou ce jeune homme blessé au front, etc. Ce que ces gens racontent
avec le niveau d'humanité qu'ils déploient lorsqu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu, m'a vraiment bouleversée et m'a rendue très fière de mon peuple. L'humanité, c'est vraiment ce qui transpire de cet ouvrage. On va, si vous le voulez bien, marquer une pause et je vous emmène sur l'île déserte de nos confidences. C'est parti. Sur notre île déserte, vous n'amenez, Jessica, qu'un seul livre. Un livre pour vous accompagner dans ces soirées esselées sur l'île déserte. Quel serait-il ? Le garçon qui voulait dormir de Appelfeld. Aaron Appelfeld, cet écrivain israélien. Bien, absolument. C'est un livre absolument bouleversant qui raconte comment un enfant sortant de la guerre fuit dans le sommeil et ne se réveille pas, ne se lève pas pendant des jours et est transporté par tous les réfugiés d'un endroit à l'autre, jusqu'au moment où il s'agit d'entrer en Palestine. Et là, il doit vraiment tuer sa langue maternelle pour pouvoir apprendre l'hébreu, ce qui est une des grandes violences qui s'est passée dans notre pays. Le yiddish était interdit de parole, et lui, c'était pas le yiddish, c'était l'allemand. Mais il est né en une nouvelle naissance en apprenant l'hébreu, mais avec douleur. Mais c'est un livre bouleversant, magnifique. Et puis, Aaron Appelfeld s'appelait Irvin, qui est le nom de mon grand-père. Donc voilà. Donc une dimension particulière pour vous. Une musique, une chanson que vous prendriez avec vous sur cette île déserte pour adoucir des soirées ? Sans aucune question, les suites de Bach pour violoncelle. Donc on reste dans les classiques. Ouais. Un film. Pour étudier toute seule longtemps sur une île déserte, un film de David Lynch. Ouais. Je pense Mulholland Drive, qui est un chef-d'œuvre et qui peut vous donner des heures et des heures à décortiquer pour essayer de comprendre comment ça a été fabriqué. Ouais. Et enfin, un héros ou une héroïne que vous pouvez faire venir du passé, faire surgir du futur, qui vous accompagnerait, que vous aimeriez découvrir, à qui vous aimeriez poser des questions. Vous pouvez laisser votre imagination déborder vers des personnalités que vous auriez aimé rencontrer. Je crois que je dirais le roi David. Le roi David. Vous auriez des questions à lui poser sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et la sagesse je crois, qu'il faudrait peut-être mettre dans notre vie. Et peut-être aussi des questions sur ce que c'est que de construire quand on a été obligé de faire la guerre. La guerre, justement, on parlait tout à l'heure de la maison de Nina, de votre époux, et de Heartbreak, la maison de Nina que vous avez terminé donc de monter. Heartbreak qui est votre bébé à vous, j'ai envie de dire. La maison de Nina, ça raconte la Shoah, la vie pendant la Shoah. Est-ce qu'il y a un trait d'union ? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait la vie pendant la Shoah, puisque c'est 44, c'est les enfants qui reviennent de Buchenwald et les enfants cachés qui se retrouvent dans une même maison. Et pour apprendre à vivre, à retrouver les premiers éléments de cohésion et de restructuration après ce qu'ils ont traversé. Est-ce qu'il y a un trait d'union, justement, entre ces deux œuvres-là, entre ces deux périodes-là aussi ? Je ne m'étais pas posé la question, mais évidemment, oui, en vous entendant la poser. Pour moi, la maison de Nina, c'était une espèce de parabole d'Israël. C'est-à-dire qu'on avait tous les visages possibles du judaïsme se retrouvaient en ayant traversé un traumatisme commun, et tous avec la douleur du manque et de l'absence des parents, mais qui chacun essayait de reconstruire quelque chose, mais ensemble. Et c'est vrai que Heartbreak, comme il se voulait absolument apolitique, j'ai écouté et on a rencontré avec l'acteur et avec mon équipe tout le monde, c'est-à-dire gauche, droite, religieux, pas religieux. Enfin, c'était pas le problème. On rencontrait les Israéliens dans leur diversité. Et
et dans leur unité, parce que cette première année, et c'est probablement une des choses les plus belles qui s'est produite, c'est cette solidarité, cette unité, cette fraternité à laquelle on a goûté et qu'il ne faut pas qu'on oublie. Vous avez le sentiment qu'on a retenu ces leçons? J'espère, je ne peux pas dire. On va rentrer dans une période d'élection où tout nous amènera à la division, à la polarisation, donc j'espère qu'on se souviendra. C'est le message, en tout cas, cette dignité, cette solidarité-là qu'on a eue, pas seulement les heures qui ont suivi le 7 octobre, mais elle a bien perduré. C'est ce message-là que vous voulez qu'on conserve, en voyant notamment Heartbreak? Oui, absolument. Mais ce film, il a été vraiment conçu pour sortir d'Israël. C'est aussi pour ça que j'ai fait ces choix artistiques et que je me suis entourée d'une équipe artistique très, 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 je veux dire, vraiment les meilleurs dans leur domaine. Je tenais absolument à ce que, sur le plan artistique, il n'y ait rien à dire sur le film, qu'on ait un niveau de qualité qui soit, je dirais, sans question. Je veux dire, on pouvait ne pas vouloir entrer dans l'histoire, on pouvait ne pas vouloir entendre parler d'Israël, de l'intériorité d'Israël, mais formellement, il fallait qu'il n'y ait aucune question. Donc j'ai pris les meilleurs, que ce soit le montage, les chefs opérateurs, etc. Et toute la question, c'était arriver à donner, à goûter à l'intériorité d'Israël en dehors, pour des gens qui, je ne dirais pas des gens qui sont absolument hostiles, mais des gens qui, en tout cas, ont des questions et qui ne sont pas nécessairement... Le montrer aux Israéliens, c'est extrêmement difficile parce que c'est très douloureux pour les Israéliens. Je les vois, je sens dans les salles. C'est comme toucher une plaie ouverte encore. Absolument. C'est vrai que je me suis dit, ce film, c'est pour les Israéliens dans 20 ans et c'est pour le reste du monde aujourd'hui. Mais il faut qu'il arrive à sortir, et en ce moment, le film israélien, c'est très, très compliqué de le faire franchir les... Alors justement, il franchira les frontières israéliennes en mars, à la mi-mars, au festival du film israélien à Paris. Ça vous inquiète, ça vous angoisse, ou au contraire, ça vous émeut de savoir qu'il va être présenté, va être vu par d'autres? Ah non, c'est l'objectif. Non, je l'attends. Je pense que je vais peut-être pas être surprise parfois par les réactions. Ici, en Israël, il y a une adhésion. Les gens ont l'impression que je parle d'eux. Ils m'ont dit, c'est notre ambassadeur, ton film. Donc, c'est pour ça que je vous demande si ça vous inquiète d'une certaine façon, parce que c'est se montrer un peu à nu à un public qui, on le sait, ne sera pas forcément enclin à nous apprécier. Oui, mais non, c'était l'objectif. Non, j'ai pas peur de ça. Voilà, c'était vraiment Heartbreak a été conçu pour sortir de notre territoire. Voilà. Cette interview va bientôt toucher à sa fin, Jessica. Alors j'aimerais passer à la séquence que je n'ai pas préparée. C'est la boîte à questions. On y va. Vous pouvez prendre cette boîte, Jessica, qui se trouve sur la table. Oui. L'ouvrir, et s'y trouveront des questions dont je ne porte pas de responsabilité, mais que je vous invite à vous poser à vous-même et à lire à nos téléspectateurs. Vous pouvez la lire à voix haute. Vous parlez de la mort avec beaucoup de poésie, mais qu'est-ce qui est moche dans le deuil? C'est quelque chose qui m'a frappée avec Heartbreak, c'est cette façon de parler de choses terribles, pas seulement de la mort, mais avec beaucoup de douceur, de candeur parfois et de poésie. Ce qui est moche dans la mort, c'est évidemment la disparition. Je ne dirais pas que c'est moche, c'est ce qui est douloureux. Mais on apprend, c'est pas immédiatement qu'on l'apprend, mais on apprend à faire vivre nos morts en nous. Et pour moi, c'était continuer le cinéma aussi, dans mon histoire personnelle. Mais je pense qu'on grandit de l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'autre, ceux qu'on a perdus, on les porte et on les fait vivre en nous et on se multiplie quelque part. Donc c'est peut-être ça la beauté, si on peut dire, du deuil. C'est une façon de rendre éternel, d'une certaine façon. Tant qu'on est soi-même vivant, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous porte nous-mêmes, j'imagine. Oui. Piochez peut-être une dernière petite question. On a encore quelques secondes pour y répondre. Lisez-la à haute voix.
Depuis le 7 octobre, qu'est-ce que vous n'osez plus dire en public? Il y a des choses que vous vous interdisez. Non. Non. On Non. peut et on doit tout continuer à dire et à se dire. Je pense qu'il faut. Je pense que si nous, on baisse les bras, alors qu'est-ce qui se passera? Je crois qu'on n'a pas le choix, on est obligé. Je connais des gens qui vivent cachés en France, qui travaillent dans des télévisions et qui ne disent pas qu'ils sont juifs et ils ont des noms qui leur permettent qu'on ne le sache, qui fait qu'on ne le sache pas. Je ne sais pas comment ils Et vivent. ça, il faut pas. Moi, je pourrais pas, en tout cas. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous. On termine l'émission avec un petit selfie, si Avec vous le voulez plaisir. bien. Avec Merci infiniment et belle route à Heartbreak. Merci.